Le plateau a failli glisser des mains de Léa Dubois lorsqu'elle a entendu sa voix trancher le bruit du salon. « Chante ça et je t'épouse sur le champ ». Thomas Mercier se tenait au centre de la fête d'anniversaire, un microphone à la main, un sourire triomphal étalé sur son visage. Le champagne millésimé brillait dans la flûte qu'il tenait. Autour de lui, une cinquantaine d'invités de la haute société, vêtus de tenues de gala, leurs bijoux scintillant sous les lustres de cristal, avaient cessé toute conversation. Tous les regards se sont braqués sur Léa. Elle s'est figée. Le plateau rempli de mignardises tremblait légèrement. L'uniforme de service noir et blanc ne lui avait jamais paru aussi étouffant, aussi contraignant, aussi indigne. Thomas a désigné la musique d'ambiance. Un air de Puccini résonnait dans les haut-parleurs, au mio babbino caro, une aria complexe, exigeante, d'une beauté déchirante. Il a ri. « Allez, Léa, si tu réussis à chanter cette aria en entier sans faire une seule fausse note, je te jure que je t'épouse immédiatement. » Des éclats de rire ont fusé dans le salon, des rires sonores, sophistiqués et terriblement cruels. Une femme en robe écarlate a chuchoté à son amie. Toutes deux ont balayé Léa du regard, de haut en bas. Un homme en smoking a levé son verre comme pour trinquer à la plaisanterie. Sophie, la fiancée de Thomas, s'est accrochée à son bras, riant contre son épaule. Léa a senti la chaleur de l'humiliation monter dans son cou. Ses mains étaient moites. Le salon a vacillé un instant, les lustres, les visages, les rires se mélangeant dans un flou de détresse. De l'autre côté de la pièce, près de la porte de la cuisine, Marie s'est arrêtée d'empiler les assiettes sales. Ses yeux ont cherché ceux de sa fille. Il y avait de la douleur là-dedans, de la honte, de l'impuissance. Mais Léa ne parvenait pas à bouger. Thomas a fait un pas vers elle, gardant son sourire. Mais il y avait quelque chose de pernicieux dans ses yeux. Un plaisir toxique, une cruauté déguisée en boutade. « Quoi? Tu as perdu ta langue? Pourtant, je croyais que tu aimais chanter. » Davantage de rire. Léa a senti quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle était un fantôme dans cette demeure. Ce n'était pas la première fois qu'elle servait des gens qui la traitaient comme un objet. Mais ceci était différent. Il savait. D'une certaine manière, Thomas savait que la musique était sa seule échappatoire, et il utilisait cela pour la réduire en miettes devant tout le monde. Elle a baissé les yeux, mordu sa lèvre inférieure avec force, a tourné les talons et s'est dirigée vers la cuisine. Chaque pas était lourd comme du métal. Les rires l'ont suivi jusqu'à ce qu'elle franchisse la porte et disparaisse. Personne n'a remarqué ses larmes, mais ce que personne ne pouvait deviner, c'est que, 5 ans auparavant, Léa avait fait une promesse solennelle, une promesse qui brûlait encore silencieusement en elle, et cette nuit n'était que le prélude de tout. Léa Dubois avait 22 ans et une voix qui aurait pu remplir les plus grandes salles de spectacle. Mais personne ne le savait. Elle avait grandi à l'arrière du somptueux hôtel particulier des Mercier, dans une petite chambre de bonne avec une fenêtre donnant sur un mur de briques. Sa mère, Marie, y travaillait depuis 15 ans, lavant, repassant, cuisinant, récurrent. Chaque matin, Marie se levait à 5 heures. Chaque soir, elle se couchait après minuit. Le salaire couvrait à peine les dépenses de base. Léa a grandi en voyant sa mère s'effacer dans cet uniforme. Quand elle avait 6 ans, Léa jouait souvent dans le jardin pendant que Marie était au travail. C'est là qu'elle a rencontré Thomas. Il en avait 9. Il était mince, un peu timide, et portait une voiture télécommandée qui coûtait plus de 3 mois de salaire de Marie. Au début, Thomas l'ignorait, mais Léa était tenace. Elle a insisté. Elle lui a offert des fleurs sauvages, des cailloux colorés, des histoires inventées. Peu à peu, il a cédé. Pendant 4 ans, ils ont été de véritables amis. Ils construisaient des cabanes avec de vieux draps. Thomas partageait les biscuits importés que sa grand-mère lui donnait. Léa lui apprenait à grimper aux arbres. Il riait aux éclats. Il courait sur la pelouse. Peu lui importait qu'elle soit la fille de la femme de ménage. Peu lui importait qu'il soit le fils du propriétaire. Mais tout a changé quand Thomas a eu 13 ans. Monsieur Philippe Mercier, son père, a décidé que son fils devait mûrir.
Il a inscrit Thomas dans un collège élitiste, loin de la maison. Il ne revenait que pour les vacances. Et quand il revenait, il était différent, plus froid, plus distant, plus conscient de la fracture sociale. Léa a essayé de se rapprocher une fois. Elle avait 12 ans, croyant encore que leur amitié comptait. Elle a couru vers Thomas alors qu'il sortait de la voiture. Elle lui a souri. « Tu es revenu !» Thomas l'a regardé comme s'il s'agissait d'une inconnue. Philippe a posé sa main sur l'épaule de son fils et a dit, assez fort pour que Léa l'entende, « Thomas, tes amis t'attendent à l'intérieur. Des vrais amis, de ton milieu. » Le message était clair et brutal. Léa n'a plus jamais essayé. Mais la douleur de cet instant ne l'a jamais quittée, car elle avait compris pour la première fois que le monde était scindé, et elle se trouvait du mauvais côté de la barrière. C'est cette année-là que Léa a découvert le chant, ou plutôt que le chant l'a trouvée. Elle était seule dans sa petite chambre, pleurant doucement pour que sa mère ne l'entende pas, quand elle a commencé à fredonner une mélodie qui passait à la radio. Sa voix était tremblante au début, puis elle a gagné en assurance. Et quand elle a terminé, elle a ressenti quelque chose d'étrange, comme si, pendant 3 minutes, la souffrance s'était arrêtée. Marie a perçu le talent presque immédiatement. Un jour, elle a entendu Léa chanter sous la douche. Elle s'est arrêtée dans le couloir, bouche bée. Quand sa fille est sortie, Marie avait les larmes aux yeux. « Tu chantes comme un ange. » Léa a haussé les épaules. « Ça ne sert à rien. Au contraire, » a insisté Marie. « Ça sert à tout. » 2 semaines plus tard, Marie a fait une chose inédite. Elle a demandé une avance à son employeur. Elle a utilisé l'argent pour inscrire Léa à des cours de chant au centre communautaire du quartier. C'était abordable, mais c'était déjà ça. L'enseignante, Madame Denise, était une ancienne soprano à la retraite. Elle possédait l'oreille absolue et une patience infinie. Au premier cours, elle a demandé à Léa de chanter ce qu'elle voulait. Léa a chanté « l'Ave Maria ». Madame Denise est restée silencieuse pendant 10 secondes, puis elle a chuchoté « Mon Dieu, tu as un don précieux. » « Un don ? Ton timbre est rare, ton registre vocal est impressionnant. Avec une bonne formation, tu pourrais… » Elle s'est interrompue, comme si elle craignait de donner trop d'espoir. « Tu pourrais devenir une très grande artiste. » Pendant 5 ans, Léa a étudié avec Madame Denise. Technique, respiration, diction, interprétation. Elle se levait à 4 heures du matin pour pratiquer avant que Marie ne se réveille. Elle chantait à voix basse pour ne déranger personne. Elle étudiait les partitions sur de vieux cahiers. Elle rêvait de scènes, de salles combles, d'applaudissements. Mais la réalité la rattrapait sans cesse. Léa devait travailler. Elle aidait sa mère au ménage les week-ends. Elle faisait des extras comme serveuse lors d'événements privés. L'argent manquait toujours. Et le rêve du conservatoire, l'école de musique que Madame Denise estimait que Léa méritait, semblait aussi éloigné que la lune. Pendant ce temps, Thomas revenait de ses études universitaires pendant les vacances. Toujours accompagné, toujours entouré de personnes belles, riches et sûres d'elles. Il ramenait une nouvelle petite amie chaque année. Il riait fort, il buvait des vins chers. Il traitait le personnel de maison comme des spectres. Léa était devenue invisible à ses yeux. Pire, elle faisait partie du décor. Il la croisait dans le couloir sans la voir. Il demandait plus de vin sans jamais croiser son regard. Une fois, il l'a bousculée dans la cuisine, faisant tomber un plateau, et il est parti sans un mot d'excuse. Marie lui disait toujours « N'y prête pas attention, ma chérie, c'est leur manière d'être ». Mais Léa y prêtait attention, parce qu'au fond d'elle, elle se souvenait encore du gamin chétif qui partageait ses biscuits. Elle se souvenait encore de ses rires innocents. Elle se souvenait de l'époque où le monde semblait moins impitoyable. Et c'est précisément ce qui rendait tout plus insupportable. Ce n'était pas seulement de la colère que Léa ressentait, c'était quelque chose de plus douloureux. C'était un deuil, le deuil d'une amitié perdue, le deuil d'un monde qui aurait pu exister, mais qui n'a pas vu le jour, le deuil de la version de Thomas qui ne reviendrait jamais. Madame Denise est décédée quand Léa avait 21 ans. Un cancer, rapide et cruel. Lors des obsèques, la professeure a laissé une enveloppe à Léa. À l'intérieur, une lettre manuscrite. «
Chère Léa, ne laisse pas le monde te voler ta voix. Tu es née pour être entendue. Peu importe la douleur, n'abandonne jamais. Ton talent est plus fort que tous les murs qu'ils construiront autour de toi. Chante, toujours. Léa a gardé la lettre sous son oreiller, et elle a continué à chanter en secret, cachée, seule, jusqu'à cette nuit où Thomas a pris le micro et a tourné cela en ridicule. Car ce qu'il ignorait, ce que personne à cette fête ne savait, c'est que Léa avait consacré les 5 dernières années à se préparer. Elle avait étudié en autodidacte. Elle avait répété jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. Elle s'était inscrite, en cachette, à des programmes de bourse en ligne. Elle avait une audition fixée au Conservatoire national dans 2 mois. Et là, pour la première fois depuis des années, Léa sentait une nouvelle force monter en elle. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était de la rage froide. Léa a verrouillé la porte de sa petite chambre et s'est effondrée sur le sol. Les larmes ont jailli d'un coup, brûlantes, furieuses, humiliantes. Elle a pressé ses mains sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. Son uniforme était trempé, son cœur battait si fort que ça faisait mal. On a frappé doucement à la porte. « Léa ?» La voix de Marie était douce, prudente. « Ma chérie, ouvre. » Léa n'a pas pu répondre. Elle a juste sangloté plus fort. La porte s'est ouverte lentement. Marie avait la clé. Elle est entrée, a refermé derrière elle, et sans dire un mot, s'est assise sur le sol à côté de sa fille. Elle a passé son bras autour de ses épaules et a attiré Léa contre elle. « Je sais », a chuchoté Marie. « J'ai tout vu. » Léa a enfoui son visage dans l'épaule de sa mère et a pleuré comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle a pleuré l'humiliation, l'injustice, pour tous les rêves qui semblaient hors de portée, pour toutes les fois où elle avait été ignorée, pour toutes les fois où elle avait été jugée trop insignifiante, trop pauvre, tout simplement inadéquate. Marie ne lui a pas dit « tout ira bien », parce que ce n'était pas le cas. Elle a simplement tenu sa fille et a laissé les larmes couler. Quand Léa a finalement réussi à reprendre son souffle, elle s'est essuyé le visage et a dit d'une voix rauque « Je n'en peux plus, maman. Je sais. Ce n'est pas seulement lui, c'est tout. C'est cette vie, c'est cette maison. » Léa a regardé autour de la minuscule pièce. « Je veux mieux, je mérite plus. » Marie a pris le visage de sa fille dans ses 2 mains. « Tu mérites le monde entier. » Léa a fermé les yeux. Elle a pris une grande inspiration. Et puis, pour la première fois, elle a dit à voix haute « Maman, je me suis inscrite au conservatoire. » Marie a cligné des yeux. « Quoi ? Le Conservatoire national de musique, j'ai une audition de prévue dans 2 mois. » Le silence a duré. Marie a assimilé l'information lentement. « Comment ? Tu étudies depuis quand ? » « Depuis 5 ans. » Léa a sorti son vieux téléphone de sa poche, lui a montré les applications de musique, les enregistrements de ses exercices, les cours en ligne. « J'ai décroché une bourse partielle sur une plateforme d'enseignement à distance. Je me lève à 4 heures tous les matins et je pratique, 2 heures avant que tu ne te réveilles. J'étudie la théorie musicale, la technique vocale, tout. » Marie était abasourdie. « 5 ans ? Depuis que Madame Denise est partie. » Léa s'est mordu la lèvre. « Je lui avais promis de ne jamais abandonner, et je n'ai pas failli à ma promesse. » Les larmes sont revenues, mais cette fois dans les yeux de Marie. « Mon Dieu, Léa, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Parce que je savais que tu t'inquiéterais, je savais que tu voudrais m'aider, et nous avons déjà du mal à payer les factures. » Marie a serré à nouveau sa fille dans une accolade chaleureuse. « Tu es incroyable, tu le sais, ça ?» Léa a laissé échapper un rire mouillé. « Je n'en suis pas sûr. »« Si, tu l'es. » Elles sont restées ainsi un moment. Puis, Léa s'est écartée et son visage a changé d'expression. « Mais il y a un hic. »« Lequel ?»« L'inscription pour l'audition coûte 2000 €. » Marie a pâli. 2000 €, 2 mois de son salaire complet. « Et ce n'est pas tout, » a poursuivi Léa, la voix brisée. « Papy, il a besoin de l'opération. La consultation chez le cardiologue a eu lieu hier.
Le médecin a dit que s'il n'était pas opéré rapidement, elle n'a pas eu besoin de finir. Marie s'est couvert le visage de ses mains. Le grand-père de Léa, le père de Marie, vivait seul dans un appartement de l'autre côté de la ville. Il avait 78 ans et son cœur faiblissait. L'opération coûterait près de 10 000 euros. Le système de santé publique avait une liste d'attente de 6 mois. Il n'avait pas 6 mois devant lui. « Nous allons trouver une solution », a dit Marie. Mais sa voix n'avait aucune conviction. Léa a secoué la tête lentement. « Il n'y a pas de solution, maman, je comprends. Papy passe en premier, toujours. » Léa. Non. Léa s'est essuyé le visage, a redressé ses épaules. « Ça va. Je peux m'inscrire l'année prochaine, ou dans 2 ans. Il n'y a pas d'urgence. » Mais il y en avait une, et elles le savaient toutes les deux. Marie a ouvert la bouche pour argumenter, mais rien n'est sorti. Car que pouvait-elle dire? Que les miracles existent, que l'argent tombe du ciel. Ce n'est pas le cas. Léa s'est levée, a aidé sa mère à se relever aussi. Retournons-y. Il y a encore des gens à la fête. Ils vont remarquer notre absence. Léa, je vais bien, maman. Léa a forcé un sourire. Je suis forte. Ce n'était pas vrai, mais c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Le lendemain, Léa était dans le jardin en train d'enlever les feuilles de la piscine quand elle a entendu des pas derrière elle. « Salut !» Elle n'a pas eu besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle a reconnu la voix. Thomas. Léa n'a pas bougé. Elle a continué son travail. « Je voulais te parler. » Il semblait mal à l'aise. « Je suis occupé. Je sais, mais c'est rapide. » Léa s'est finalement retournée. Thomas portait un bas de survêtement et un t-shirt blanc, les cheveux ébouriffés, les mains dans les poches. Il avait l'air gêné, presque humain. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle a gardé une voix neutre. « À propos d'hier soir. » Il s'est gratté la nuque. C'était un peu déplacé. « Un peu ?» Léa a croisé les bras. « Tu m'as humilié devant 50 personnes. J'étais ivre. » « Ah, bien sûr. Cela explique tout. » Thomas a soupiré. « Écoute, je ne suis pas venu pour me disputer, juste, je ne sais pas. J'ai senti que je devais m'adresser à toi. Me dire quoi exactement? Des excuses? Parce que je n'en ai pas entendu. » Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Je suis désolé. Vraiment, sincèrement. Léa a étudié son visage. Il y avait quelque chose là, peut-être du regret, peut-être de la culpabilité. Mais ce n'était pas suffisant. « Tu ne me connais plus, Thomas, » a-t-elle dit, calmement. « Je ne suis plus la gamine qui jouait avec toi quand nous étions enfants. Et tu n'es plus ce gamin non plus. Quelque chose a traversé ses yeux. Surprise peut-être, ou de la peine. Je sais, a-t-il murmuré. Alors, ne viens pas prétendre qu'une excuse à la va-vite va réparer des années de vide. Des années où j'ai été transparente pour toi. » Thomas a fait un pas en avant. « Tu n'es pas transparente. » « Si, je l'ai toujours été. Pour toi, pour ton père, pour tout le monde dans cette maison. Je ne suis qu'un meuble. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. » Léa a repris son outil de nettoyage. « Et ça ne me dérange plus. Je l'ai accepté. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. » Elle lui a tourné le dos. Thomas est resté immobile pendant un long moment. Léa pouvait sentir son regard la brûler. Puis, il a dit, à voix basse, « Je me souviens de toi. Je m'en suis toujours souvenu. » Léa s'est figée. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix perçante a retenti. « Thomas, mon amour !» Sophie est apparue sur la terrasse, robe de soie rose, talons aiguilles, coiffure parfaite. Elle a fait un signe à Thomas avec un grand sourire. Puis, elle a vu Léa. Son sourire s'est éteint. « Ah, toi !» Léa n'a pas répondu. Sophie a descendu les marches, s'est accrochée au bras de Thomas et a dévisagé Léa. « Tu ne devrais pas être en train de travailler? Mon verre est vide depuis 10 minutes. » Thomas s'est raidi. Sophie. « Quoi? C'est son rôle, n'est-ce pas ?» Sophie a souri doucement, mais ses yeux étaient froids. « D'ailleurs, Léa, ramène plus de champagne, et cette fois, essaie de ne pas traîner. » Le silence qui a suivi était pesant. Léa a regardé Thomas. Elle a attendu. Elle a attendu qu'il dise quelque chose, qu'il la défende, qu'il montre un soupçon de courage. Mais il n'a rien fait.
Il a juste détourné le regard. Léa a souri, mais c'était un sourire amer. Bien sûr, mademoiselle Sophie. J'y vais de ce pas, et elle s'est éloignée. Quand elle était presque à la porte de la cuisine, elle a entendu Sophie rire, un rire aigu, forcé, et elle a entendu Thomas rire avec elle. La rage que Léa a ressentie à cet instant était différente de tout ce qu'elle avait connu. Elle n'était pas chaude, elle était glaciale, calculée, mortelle. Mais 3 jours plus tard, quelque chose s'est produit qui allait tout bouleverser. Quelque chose qui a commencé par une enveloppe mystérieuse glissée sous la porte de sa petite chambre, et une lettre qui disait simplement « Tu as un talent qui ne peut pas être gaspillé. Viens me voir. Demain, 15 heures, salon de la bibliothèque. Madame Béatrice Mercier. » Léa a lu la lettre 3 fois avant de croire à sa réalité. Béatrice Mercier, la grand-mère de Thomas, la matriarche de la famille. Léa a à peine dormi cette nuit-là. Le lendemain, à 14h55, elle a frappé à la porte de la bibliothèque, les mains tremblantes. C'était une pièce immense, tapissée de livres du sol au plafond, avec des fauteuils en cuir et une grande fenêtre donnant sur le jardin. « Entrez !» a dit la voix de l'intérieur, ferme mais douce. Léa a ouvert la porte lentement. Béatrice était assise dans un fauteuil, ses cheveux blancs relevés en un chignon élégant, vêtue d'une robe bleu marine, la posture droite. Elle avait 82 ans, mais ses yeux étaient vifs, perçants. « Asseyez-vous, Léa !» Béatrice a désigné le fauteuil en face. Léa a obéi, raide, les mains sur ses genoux. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai appelé ici. »« Oui, madame. » Béatrice a souri légèrement. « Je vous ai entendu chanter. » Léa s'est figée. « Il y a 2 semaines. C'était tôt, à peine l'aube. J'étais réveillée. Insomnie, l'âge. Et j'ai entendu une voix venant de l'arrière de la propriété. J'ai suivi le son jusqu'à votre chambre. » Béatrice s'est penchée en avant. « Et je suis restée là, devant la fenêtre, à vous écouter chanter « Casta Diva » de Bellini. » Le visage de Léa était écarlate. « Je suis désolée si je vous ai réveillé. Non. » Béatrice a levé la main. « Ne vous excusez jamais. Ne vous excusez jamais pour un don. » Léa a cligné des yeux, confuse. « Vous avez une voix extraordinaire, enfant. Étendue, technique, émotion. Je reconnais le talent quand je l'entends. » Béatrice s'est levée, a marché jusqu'à une étagère et a pris une photo encadrée. Elle l'a montrée à Léa. « C'était moi, il y a 55 ans. » Sur la photo, une jeune Béatrice était sur scène, robe longue, bras ouverts, en train de chanter. Derrière elle, un orchestre. J'étais soprano lyrique. J'ai chanté dans des théâtres partout en France, quelques-uns en Europe. C'était ma vie, mon âme. La voix de Béatrice est devenue plus douce, presque mélancolique. Jusqu'à ce que je rencontre Henri Mercier, le grand-père de Thomas. Il m'a demandé en mariage, et il m'a aussi demandé de choisir la carrière ou la famille. Léa a regardé la femme en face d'elle avec une nouvelle perspective. J'ai choisi la famille, et je ne le regrette pas. J'ai eu une belle vie, des enfants merveilleux, des petits-enfants. Mais Béatrice a tenu la photo dans ses 2 mains. Mais je me suis toujours posé la question, ce que j'aurais pu être. Jusqu'où ma voix m'aurait mené. Elle a remis la photo sur l'étagère et s'est tournée vers Léa. « Je ne veux pas que vous fassiez le même choix. Je ne veux pas que vous vous réveilliez dans 50 ans en vous demandant « et si ?» Léa a senti sa gorge se serrer. « Madame Béatrice, je suis au courant de votre inscription au conservatoire, » l'a interrompue Béatrice. « Je sais que ça coûte de l'argent que vous n'avez pas. Je sais pour l'opération de votre grand-père. » Léa a pâli. « Comment ?» Je suis attentive. Béatrice est retournée à son fauteuil, a pris une enveloppe sur la petite table à côté et l'a tendue à Léa. Ceci couvre l'inscription, et un peu plus pour les cours préparatoires. Léa a regardé l'enveloppe comme si c'était un serpent. Je ne peux pas accepter. Vous pouvez, et vous le ferez. Pourquoi ? Léa a regardé Béatrice dans les yeux. Pourquoi feriez-vous cela pour moi ? Parce qu'il y a 50 ans, personne ne l'a fait pour moi. La réponse était simple, honnête, et parce que votre talent est trop précieux pour être gaspillé à frotter des sols. Les larmes ont coulé avant que Léa ne puisse les retenir.
Elle s'est couvert le visage de ses mains. Béatrice s'est levée, a marché vers elle et a posé doucement sa main sur l'épaule de Léa. Pleurer, c'est légitime de pleurer quand quelqu'un vous voit enfin. Et Léa a pleuré. Elle a pleuré de soulagement, de gratitude, d'espoir. Quand elle a finalement réussi à se ressaisir, elle a pris l'enveloppe de ses mains tremblantes. Je vous rendrai chaque centime, je le promets. Dès que je ne veux pas que vous me le rendiez. Béatrice est retournée à son fauteuil. Je ne veux qu'une seule chose de votre part, n'importe quoi. Chantez, chantez de toute votre âme, chantez jusqu'à ce que le monde entier vous entende. Chantez pour le talent que vous avez, et chantez aussi pour moi, pour la femme que j'aurais pu devenir. Léa a hoché la tête, incapable de parler. Mais il y a une condition, a ajouté Béatrice, sérieuse. Cela doit rester entre nous. Philippe, mon fils, ne doit pas être au courant. Il est très traditionnaliste. Il n'approuverait pas du tout. Je comprends. Bien. Béatrice a souri. Maintenant, allez-y. Et préparez-vous. Vous avez 2 mois pour être prête. Les semaines qui ont suivi ont été les plus intenses de la vie de Léa. Elle se levait à 3 heures du matin, s'exerçait pendant 3 heures, puis travaillait toute la journée et étudiait à nouveau le soir. Partition après partition. Gamme après gamme. Béatrice l'aidait dès qu'elle le pouvait, lui donnant des conseils, des corrections, des encouragements. Mais quelque chose d'autre était en train de changer. Thomas. Il a commencé à observer Léa différemment. Leurs regards se croisaient dans le couloir. Il lui tenait la porte. Il lui demandait comment elle allait, des petits gestes presque imperceptibles. Sophie l'a remarqué, et cela ne lui a pas plu. Elle a commencé à donner des ordres plus cruels. Elle exigeait que Léa refasse des tâches déjà terminées. Elle faisait des commentaires méchants devant Thomas. Elle testait les limites. Léa endurait en silence. Elle avait des préoccupations bien plus importantes, jusqu'à la nuit où tout a basculé. Il était minuit. Léa était dans sa chambre, pratiquant doucement avec des écouteurs, chantant mentalement. La porte était entr'ouverte à cause de la chaleur. Thomas est passé dans le couloir en revenant du garage, et il a entendu la voix de Léa qui s'échappait des écouteurs. Faible mais reconnaissable. Il s'est arrêté, s'est retourné. Il a marché lentement jusqu'à la porte et est resté là, caché dans l'ombre, à écouter. Et pour la première fois depuis des années, Thomas Mercier a ressenti une émotion authentique. Quand Léa a terminé, elle a éteint ses appareils et a soupiré. C'est là qu'elle a vu l'ombre à la porte. Qui est là? Elle s'est levée rapidement, le cœur battant. Thomas est entré dans la lumière. Désolé, je t'ai entendu chanter. Léa a croisé les bras, sur la défensive. Et tu es venu espionner? Ce n'était pas l'intention. J'ai juste... Léa, tu chantes vraiment. Il y avait un étonnement sincère dans sa voix, genre professionnellement. Surprenant de découvrir que les domestiques ont des talents, n'est-ce pas? Thomas a fait une grimace. Je mérite ça. Oui, tu le mérites. Il a fait un pas à l'intérieur de la minuscule pièce, à regarder autour de lui. Il a vu les partitions éparpillées sur le lit, les livres de théorie musicale, les cahiers griffonnés. Tu étudies sérieusement. À quoi t'attendais-tu? Que je me contente de nettoyer les sols pour toujours? Non, Thomas a passé sa main dans ses cheveux, frustré contre lui-même. Je n'y avais juste jamais pensé, pour être honnête. Je sais. Léa s'est assise sur le lit, soudain trop fatiguée pour se battre. Thomas s'est assis par terre, appuyé contre le mur. Le silence a été long, mais étrangement confortable. Je t'envie, a-t-il dit tout à coup. Léa a ri sans humour. Tu m'envies? Tu as tout. J'ai de l'argent, ce n'est pas la même chose. Thomas a regardé ses mains. Tu as une passion, quelque chose qui t'appartient, que personne ne peut t'enlever. Je n'ai rien de tout ça. Ma vie entière a été décidée par d'autres. Je vais travailler dans l'entreprise de mon père. Je vais épouser Sophie parce que nos familles l'ont arrangé. Je vais faire exactement ce qu'on attend de moi jusqu'à ma mort. Léa l'a regardé, vraiment regardé, et a vu quelque chose qu'elle n'attendait pas. De la tristesse. Alors ne le fais pas, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas si simple. Bien sûr que si, il te faut juste du courage. Thomas a ri, mais c'était un rire amer. Le courage.
Ça, je n'en ai pas. Je sais. Les mots sont sortis plus durs que Léa ne l'avait voulu. Mais ils étaient vrais. Thomas l'a regardé, et quelque chose est passé entre eux, une compréhension silencieuse. Deux mondes différents, deux prisons différentes. « Je suis désolé, a-t-il dit, pour tout. Pour la fête, pour des années d'idiotie. Je sais, tu me pardonneras un jour. » Léa a réfléchi longuement. « Peut-être, si tu arrêtes d'être lâche. » Thomas a souri, tristement. C'est une condition difficile. C'en est une. Il s'est levé, a marché jusqu'à la porte, s'est arrêté. « Bonne chance pour ton audition, tu vas tout déchirer. » Léa s'est figée. « Comment tu sais pour... » Mais Thomas était déjà parti. Et pour la première fois, Léa a senti quelque chose de dangereux grandir en elle. Elle ne devrait pas ressentir ça. Pas pour lui. Pas après tout ce qui s'était passé. Mais le cœur n'obéit pas à la logique. Et de l'autre côté du couloir, cachée dans l'ombre, Sophie avait tout vu. Et elle était folle de rage. 3 jours plus tard, Léa était dans la cuisine à faire la vaisselle quand elle a entendu des voix s'élever venant du bureau de Philippe Mercier. La voix de Philippe était un coup de tonnerre. « Comment as-tu pu faire ça, mère ?» Léa s'est arrêtée, les mains encore dans l'eau savonneuse. Béatrice répondait quelque chose, mais le ton était trop bas pour qu'elle entende. « C'est une employée de maison !» a crié Philippe. « Elle ne fait pas partie de notre famille. Tu n'avais pas le droit d'utiliser l'argent de la famille pour... » « C'est mon argent, Philippe. » La voix de Béatrice était maintenant forte, inébranlable. « Ta grand-mère m'a laissé ce fonds fiduciaire. Je l'utilise comme je l'entends. » Léa a senti son estomac se nouer. Non, 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 non. Elle a laissé la vaisselle et a marché rapidement vers le couloir, mais s'est arrêtée juste avant la porte du bureau. Marie était là, pâle, tenant un plateau de café que personne n'avait commandé. Elle a regardé sa fille avec des yeux écarquillés par la peur. Elle l'a découvert, a chuchoté Léa. Ce n'est pas elle, a murmuré Marie en retour. C'est Sophie. Elle l'a dit à Philippe ce matin. La porte du bureau s'est ouverte brusquement. Philippe est sorti comme une bourrasque, a vu Léa arrêtée dans le couloir et a plissé les yeux. « Toi, viens ici. » Léa est entrée dans le bureau, ses jambes tremblantes. Béatrice était assise dans le fauteuil, la posture droite, mais il y avait de la fatigue dans ses yeux. Sophie était à côté de Philippe, bras croisés, un sourire froid sur les lèvres. « Est-ce vrai ?» a demandé Philippe, chaque mot étant tranchant comme un couteau. « Ma mère est en train de te payer pour que tu passes une audition au conservatoire ?» Léa a regardé Béatrice, qui a fait un léger signe de tête. « Oui, monsieur. Et tu as jugé approprié d'accepter l'argent de ma famille ?»« Elle a du talent, Philippe, » est intervenue Béatrice. « Un vrai talent. Je n'allais pas la laisser. »« C'est une employée, mère. Tu ne vois pas le problème ? Elle va passer l'audition, entrer au conservatoire avec notre argent, et puis quoi? Elle va quitter son travail ici, abandonner ma mère après tout ce que nous avons fait pour elle et sa famille? Ce que nous avons fait pour elle ?» Béatrice s'est levée, sa voix tremblante de colère. « Philippe, Marie travaille ici depuis 15 ans, presque sans répit. Léa a grandi dans cette maison sans avoir d'enfance parce qu'elle aidait toujours sa mère. Nous n'avons rien fait pour elle, à part payer un salaire de misère. Elles ont un toit, de la nourriture, un salaire stable. Elles sont exploitées. » Béatrice a frappé la table de sa main. « Et je ne vais pas rester ici à t'écouter. Stop !» La voix de Philippe était glaciale. Il s'est tourné vers Léa. « L'audition est annulée. Tu vas rendre l'argent. » Léa a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. « Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas négociable. Philippe, tu n'as pas le droit, » a commencé Béatrice. « J'ai tous les droits. C'est ma maison, et je ne permettrai pas aux employés de profiter de ma famille. » Il a regardé Léa avec mépris. « Tu croyais vraiment que ça allait marcher, que tu allais devenir une chanteuse célèbre. Les gens comme toi ne s'échappent jamais de l'endroit où ils sont nés. Il vaut mieux que tu l'acceptes tout de suite. » Les mots l'ont blessée profondément. Léa a senti les larmes monter, mais elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer. « J'ai compris, monsieur. » Sa voix est sortie ferme, maîtrisée. « Je rendrai l'argent. »« Tu ne le feras pas, » a dit Béatrice. « Léa, tu... Mère, si vous insistez,
Je coupe complètement votre accès à vos comptes. Philippe a croisé les bras. Tout votre argent de poche, tout le fonds, vous n'aurez plus rien. Béatrice a pâli. Et il y a plus, a continué Philippe, regardant Léa. Si je découvre que ma mère a encore tenté de t'aider, de quelque manière que ce soit, ta mère est virée. Immédiatement, sans référence. Et bonne chance pour retrouver un emploi à 50 ans, sans lettre de recommandation. Léa s'est figée. Marie était juste devant la porte, mais elle avait probablement tout entendu. Le son d'un sanglot étouffé l'a confirmé. « Tu ne peux pas faire ça », a dit Béatrice, mais sa voix était faible. « Je peux et je vais le faire. » Philippe s'est tourné vers Sophie, qui avait assisté à la scène avec un sourire satisfait. « Merci de m'avoir prévenu, ma chérie. Tu avais raison. C'était nécessaire de régler ça. » Sophie a hoché la tête, a regardé Léa avec triomphe dans les yeux. Léa a tourné le dos et a quitté le bureau. Chaque pas était un fardeau. Marie était dans le couloir, les larmes coulant sur son visage. Léa l'a prise par le bras et elles ont marché en silence jusqu'à la petite chambre. Quand elles ont fermé la porte, Marie s'est effondrée. « Mon Dieu, Léa, que faisons-nous ?»« Je rends l'argent, » a dit Léa machinalement, « et j'oublie le conservatoire. » « Non, tu ne peux pas. »« Je n'ai pas le choix, » a explosé Léa. « Si je ne fais pas ce qu'il a ordonné, tu perds ton travail. Et après, de quoi allons-nous vivre? Comment allons-nous payer l'opération de papy ?» Marie s'est couverte le visage et a sangloté. Léa s'est assise sur le lit, sentant le poids de tous ses rêves mourir en même temps. 15 ans de travail, 5 ans d'études secrètes, tout pour rien. On a frappé à la porte. « Laisse-moi entrer. » La voix de Thomas. Léa a ouvert la porte avec colère. « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Thomas était là, les mains dans les poches, le visage coupable. « J'ai tout entendu. Mon père, il n'avait pas le droit. Il avait tous les droits, » a coupé Léa. « C'est sa maison, son argent, ses règles. Mais ce n'est pas juste. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as défendus, tu as dit un mot ?» Léa a fait un pas vers lui, la rage au ventre. « Ou tu es resté planté là, encore une fois, comme toujours, à regarder ?» Thomas a baissé les yeux. « C'est bien ce que je pensais. » Léa a voulu refermer la porte, mais Thomas l'a retenue. « Je suis désolé, » a-t-il murmuré. « J'aurais dû intervenir. Je sais. Mais c'est mon père et je ne suis rien. » Léa a retiré son bras. « Je sais, Thomas, je l'ai toujours su. Maintenant, va-t'en. Léa, va-t'en. » Il a reculé et elle lui a claqué la porte au nez. Marie était assise sur le lit, anéantie. Léa s'est assise à côté, a passé son bras autour des épaules de sa mère, et elles sont restées là, en silence, tandis que leur monde s'écroulait. 2 semaines se sont écoulées. Léa a rendu l'argent. Elle a annulé son inscription. Elle a complètement arrêté de chanter. Ni seule, ni avec des écouteurs, ni même dans sa tête. Quelque chose était mort en elle. Elle travaillait, mangeait, dormait et recommençait. Marie essayait de lui parler, mais Léa ne donnait que des réponses brèves. Le grand-père a empiré. L'opération était prévue dans 1 mois, mais elle n'avait pas les fonds. Marie a contracté un prêt auprès d'usuriers. Les taux d'intérêt étaient exorbitants, mais c'était leur seule chance. Béatrice est tombée malade. Stress, ont dit les médecins. Elle a été hospitalisée pendant 3 jours. À son retour, elle était frêle, silencieuse. Thomas a tenté de parler à Léa 2 autres fois. Elle l'a complètement ignoré. Il a fini par renoncer. Sophie était radieuse. Le mariage était prévu dans 2 mois. Elle profitait de chaque occasion pour humilier Léa, lui demandait des tâches dégradantes, riait, faisait des commentaires sur les gens qui ne connaissent pas leur place. Léa supportait, parce qu'elle le devait. Mais à l'intérieur, elle se mourait, jusqu'au matin où tout a basculé. C'était un dimanche. Léa était en train de nettoyer la salle à manger quand elle a entendu la sonnette. Personne n'attendait de visite. Elle est allée ouvrir. De l'autre côté de la porte se tenait un homme d'environ 70 ans, costume gris impeccable, cheveux blancs, yeux bleus perçants et un sourire bienveillant. « Bonjour, je suis le maestro Victor Leroy », a-t-il dit, avec un léger accent. « Je suis le directeur du Conservatoire national de musique. Je cherche Léa Dubois. » Le cœur de Léa s'est arrêté net. «
Je suis Léa. Le maestro a souri davantage. Quelle chance! Puis-je entrer? J'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui pourrait changer votre vie. Et avant que Léa ne puisse réaliser ce qui se passait, Béatrice est apparue en haut de l'escalier, appuyée sur la rampe, avec un sourire faible mais déterminé sur le visage. « Victor, vieil ami, je suis contente que vous soyez venu. » Léa a conduit le maestro Victor au salon, les mains tremblantes. Béatrice a descendu les escaliers lentement et s'est assise à côté du maestro. « Victor est un vieil ami à moi, » a expliqué Béatrice. « Nous avons étudié ensemble au conservatoire il y a 50 ans. Je lui ai parlé de vous. » Le maestro a souri gentiment à Léa. « Béatrice m'a envoyé quelques-uns de vos enregistrements. Des exercices, des arias simples. Même avec la mauvaise qualité audio, j'ai pu percevoir. Vous avez quelque chose de spécial. » Léa pouvait à peine comprendre ce qu'elle entendait. « Monsieur, je vous remercie énormément, mais je ne peux pas. Je suis venu ici pour vous faire une proposition concrète, » l'a interrompu le maestro. Le conservatoire a un programme spécial de bourse d'études pour les talents exceptionnels issus de milieux défavorisés. Vous n'auriez rien à payer. Logement, nourriture, tout est inclus. Et j'aimerais vous offrir une place. Le cœur de Léa s'est arrêté. Mais, a-t-il poursuivi, j'ai besoin de vous entendre chanter, en direct, maintenant. Léa a regardé Béatrice, qui a hoché la tête pour l'encourager. Je ne sais pas si j'y arriverai. Essayez, a demandé Béatrice doucement. Léa a pris une grande inspiration, a fermé les yeux et a commencé à chanter l'Ave Maria. La voix est sortie tremblante au début, mais elle a rapidement gagné en puissance. Chaque note portait des années de souffrance, d'espoir, de sacrifice. Quand elle a terminé, il y avait des larmes dans les yeux de Béatrice. Le maestro Victor est resté silencieux, assimilant. Finalement, il a parlé. « Vous avez le don, sans aucun doute. » Il a marqué une pause. « Mais il y a un problème. » Léa a senti son estomac se vider. « Vous manquez de bases techniques solides et cohérentes. J'entends le talent brut, mais j'entends aussi de mauvaises habitudes respiratoires, une tension dans la gorge, une diction imprécise. Pour le programme de bourse, vous devriez passer une audition très compétitive contre des candidats qui ont étudié toute leur vie dans des écoles de musique privées. » Il a soupiré. « Pour être tout à fait honnête, Léa, dans vos conditions actuelles, vous ne seriez pas sélectionnée. » Le silence qui a suivi était assourdissant. « De combien de temps aurait-elle besoin pour se préparer ?» a demandé Béatrice avec urgence. « Au moins 1 an, avec des cours intensifs quotidiens, un professeur particulier spécialisé, un coach vocal. » Il a marqué une pause. « Nous parlons d'un investissement d'au moins 50 000 € en formation. » Léa a eu l'impression de sombrer. « Et même ainsi, » a continué le maestro, « il n'y a aucune garantie. Le talent seul ne suffit pas. Il faut de la préparation, de la structure, des années d'études formelles. Mais elle a quelque chose qui ne s'achète pas, » a insisté Béatrice. « Vous l'avez dit vous-même. Je sais, et c'est pour cela que je suis venu, pour ne pas lui donner de faux espoirs. » Victor a regardé Léa avec une sorte de pitié. « Vous êtes née avec un don extraordinaire, mais, malheureusement, vous êtes aussi née dans les mauvaises circonstances. L'art lyrique coûte cher, Léa. Il exige du temps, de l'argent, des relations. La réalité est cruelle. » Léa a hoché la tête lentement, sentant chaque mot comme un coup de couteau. « Je suis désolé, » a dit le maestro, en se levant. Il a sorti une carte de visite de sa poche et la lui a donnée. « Si à un moment donné de votre vie, vous parvenez à réunir les ressources nécessaires pour vous préparer correctement, contactez-moi. Je serai honoré de travailler avec vous. » Il a fait ses adieux à Béatrice avec une longue accolade et est parti. La porte s'est refermée. Et avec elle, s'est fermée la dernière fenêtre d'espoir de Léa. Béatrice a essayé de parler, mais Léa a levé la main. « S'il vous plaît, non. Léa, vous avez fait tout ce que vous pouviez, je le sais. Mais c'est fini. Tout est terminé. » Léa a quitté la pièce et a marché directement vers sa chambre. Marie l'attendait, anxieuse. « Alors, qu'a dit le maestro ?» Léa a simplement secoué la tête, s'est allongée sur le lit et s'est tournée contre le mur.
Marie a compris. Elle s'est assise à côté de sa fille, lui a caressé les cheveux et n'a rien dit, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Les jours suivants ont été les pires de la vie de Léa. Le grand-père a été hospitalisé en urgence. Son cœur ne supportait plus la pression. Les médecins ont dit qu'il lui restait, au maximum, 2 semaines sans l'opération. Marie pleurait toutes les nuits. L'argent de l'usurier ne suffisait pas. Il leur manquait encore 5 000 €. Elle ne les avait pas. Léa a tenté de trouver un travail supplémentaire. Elle a été rejetée dans 3 endroits. Pas d'expérience, disait-il. Pas de référence. Elle rentrait à la villa tous les soirs épuisée, brisée de l'intérieur. Sophie a perçu la fragilité de Léa et en a profité sans retenue. Elle a intensifié les humiliations. Elle a forcé Léa à laver le même sol 3 fois. Elle a volontairement renversé du jus sur le tapis et a exigé que Léa le nettoie à genoux. Elle riait toujours. Thomas regardait tout de loin, le visage de plus en plus sombre, mais il ne faisait rien. Il ne faisait jamais rien. Une nuit, Léa était dans la cuisine tard, quand elle a entendu Philippe et Sophie parler dans le couloir. « Je crois qu'il est temps de se séparer de Marie », disait Philippe. « Elle est vieille, elle travaille lentement. On peut embaucher quelqu'un de plus jeune pour moins cher. » Et la fille, a demandé Sophie, avec un intérêt morbide. « On la renverra aussi. Sa présence agite ma mère, et je ne veux plus de drame dans cette maison. » Léa a lâché son torchon. Ses jambes ont flanché. Ils allaient virer sa mère. Ils allaient les mettre à la rue. Sans lettre de recommandation, sans préavis, sans rien. Et ensuite, comment allait-elle payer l'opération de papy? Comment allait-elle survivre? Léa a couru jusqu'à sa chambre, a fermé la porte à clé, et pour la première fois depuis des années, s'est effondrée complètement. Elle a pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Elle a crié dans son oreiller jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. Elle a frappé le lit avec ses poings jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal. Pourquoi était-elle née pauvre? Pourquoi était-elle née avec un talent qu'elle ne pouvait pas utiliser? Pourquoi le monde était-il si injuste? Pourquoi Dieu donnait-il des dons pour ensuite enlever toutes les chances de les exploiter? Quand Marie est entrée dans la chambre 1 heure plus tard, elle a trouvé sa fille recroquevillée dans un coin, le regard vide. « Léa, j'abandonne, maman. »« Quoi ? J'abandonne. » Léa a regardé sa mère avec des yeux morts. Tout, les rêves, la musique, l'idée que quelque chose puisse marcher. « J'arrête. Ne dis pas ça. » Pourquoi? Pour faire semblant d'avoir de l'espoir? Il n'y en a pas, maman. 0 espoir. On va se faire virer. Papy va mourir. Et je vais passer le reste de ma vie à nettoyer les maisons des riches qui me traitent comme de la merde. C'est ça. C'est notre vie. Marie a pris le visage de sa fille. Regarde-moi. Tu n'abandonneras pas. Tu es forte. Tu es... Je ne suis pas forte. Léa a repoussé les mains de sa mère. Je suis épuisée. Je suis brisée. Je suis vide et je n'en peux plus. Le silence a été long et douloureux. Marie a serré sa fille contre elle et elles ont pleuré ensemble, jusqu'à s'endormir d'épuisement. 3 jours plus tard, Léa était en train de servir le dîner quand elle a entendu Sophie parler assez fort pour qu'elle entende « Thomas, mon chéri, j'ai décidé que je voulais un divertissement particulier pour notre pré-mariage. Quelque chose d'inoubliable. » Thomas l'a regardé, méfiant. « Qu'est-ce que tu as en tête ?»« Je veux que Léa chante pour nos invités. » Léa a laissé tomber le plat. Le bruit a été fort. Tout le monde a regardé. Sophie a souri, venimeuse. Après tout, elle est si talentueuse, n'est-ce pas? Ce serait dommage de gaspiller ce don à nettoyer le sol. On pourrait lui donner une chance de briller. Qu'en penses-tu, mon cœur? Thomas a regardé Léa. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Culpabilité, honte, peut-être remords. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » a-t-il murmuré. « Ah, mais j'insiste. » Sophie a regardé directement Léa. « Ce sera amusant, et si elle refuse, elle a haussé les épaules. »« Eh bien, papa Philippe pensait déjà à faire quelques coupes dans le personnel, n'est-ce pas ?» La menace était claire. Léa a regardé sa mère, qui était blême à l'entrée de la cuisine. Et là, Léa a compris. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait pas de justice. Le monde avait gagné. Et pour la première fois de sa vie,
Léa a ressenti quelque chose de pire que la douleur ou la rage. Elle n'a ressenti rien. Mais ce que Léa ne savait pas, ce que personne à cette table ne savait, c'est que Béatrice avait tout entendu. Et la matriarche des Merciers était sur le point de faire un coup de maître qui allait tout changer. La fête pré-mariage de Thomas et Sophie a eu lieu un vendredi soir. Le salon était décoré de roses blanches, de bougies partout, de tables élégantes disposées en cercle. 100 invités de l'élite sociale, champagne français, orchestre en direct. Tout était parfait, comme d'habitude. Léa se tenait dans un coin, vêtue de son uniforme impeccable, tenant un plateau, invisible comme toujours. Marie travaillait en cuisine, préparant les plats. Les deux s'étaient à peine parlé de la journée. Il n'y avait rien à dire. Le grand-père de Léa était en soins intensifs. Elles avaient 3 jours pour obtenir l'argent de l'opération. Elles ne l'avaient pas. Sophie était rayonnante, robe de soie couleur champagne, coiffure élaborée, un sourire triomphant. Elle saluait les invités, acceptait les félicitations, posait pour les photos. Thomas à ses côtés, sourire forcé, regard lointain. Philippe a prononcé un beau discours sur la famille, la tradition, l'avenir. Tout le monde a applaudi. Puis, Sophie a pris le microphone. « Merci à tous d'être présents en cette soirée spéciale », a-t-elle commencé d'une voix douce. « Thomas et moi sommes très heureux, et pour célébrer, nous avons préparé une surprise. » Léa a senti son estomac se retourner. « Nous avons récemment découvert qu'une véritable artiste travaille ici, chez nous. » Sophie a regardé directement Léa. « Léa, ma chère, peux-tu venir ici, s'il te plaît ?» Tous les regards se sont tournés vers elle. Léa est restée figée. « Allez, ne sois pas timide. » Sophie a fait un signe de la main, souriante. « Tout le monde veut entendre ta belle voix. » Il n'y avait pas le choix. Léa a posé le plateau sur une table et a marché vers le centre du salon. Chaque pas était une torture. Elle pouvait sentir les regards curieux, les expressions de supériorité, les sourires moqueurs. Sophie a tendu le microphone à Léa avec un sourire venimeux. « Chante pour nous, montre ton talent. » Léa a tenu le microphone, ses mains tremblantes. Elle a regardé la foule de visages inconnus. Puis elle a regardé Marie, qui était à la porte de la cuisine, les larmes aux yeux. Elle a fermé les yeux. Elle a respiré profondément. Et puis, du fond du salon, une voix familière s'est fait entendre. Un instant. Béatrice Mercier est entrée dans le salon. Tout le monde s'est tourné, surpris. Béatrice était vêtue élégamment, ses cheveux blancs détachés, la posture droite malgré son âge. Et elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait le maestro Victor. « Mère ?» Philippe s'est levé. « Que se passe-t-il ?»« Asseyez-vous, Philippe. » La voix de Béatrice avait une autorité qui n'admettait aucune discussion. Elle a marché jusqu'au centre du salon, s'est arrêtée à côté de Léa et s'est tournée vers les invités. « Bonsoir à tous. Je m'excuse pour cette interruption, mais il y a quelque chose que je dois clarifier. » Le silence était absolu. Cette jeune femme, Béatrice a posé sa main sur l'épaule de Léa, a un talent extraordinaire, un don rare, et elle est ici aujourd'hui, non pour être humiliée comme un divertissement de bas étage, mais pour nous rappeler ce qui est vraiment important. Sophie a pâli. Béatrice, je pensais juste, vous pensiez à l'humilier publiquement, parce que vous êtes cruelle, et peu sûre de vous, et mesquine. Béatrice a regardé Sophie avec mépris. Des caractéristiques que malheureusement, mon petit-fils n'a pas réussi à percevoir à temps. Thomas était debout maintenant, le visage rouge. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai interrompu. Béatrice s'est tournée vers Léa. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, enfant. » Léa a cligné des yeux, confuse. « Il y a 57 ans, j'étais moi aussi dans ce même salon. Jeune, talentueuse, avec une carrière prometteuse devant moi. Et l'homme que j'aimais, Henri Mercier, m'a demandé de choisir la musique ou la famille. » Béatrice a marqué une pause, les yeux brillants. « J'ai choisi la famille, et j'ai bâti une belle vie. Mais j'ai toujours porté le regret de ne pas m'être battue davantage pour mon rêve. » Elle a regardé autour d'elle. « Cette maison a été construite grâce au travail acharné, pas à une naissance privilégiée. Le père d'Henri était chauffeur. Mon père était ouvrier. Nous venons d'en bas.
Mais à un moment donné, nous l'avons oublié. Nous avons oublié d'où nous venions. Nous avons oublié que la dignité n'a pas de prix. Philippe était blême. Mère, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. Béatrice a regardé son fils avec dureté. Tu es devenu tout ce que je méprisais dans ma jeunesse, arrogant, cruel, aveugle, et j'en porte la responsabilité. J'aurais dû mieux t'éduquer. Elle s'est tournée vers le maestro Victor qui attendait à côté. Il s'est approché, a sorti une enveloppe de la poche intérieure de son veston. « Léa Dubois », a dit le maestro d'une voix claire. « Au nom du Conservatoire national de musique, j'ai le plaisir de vous offrir une bourse d'études complète. Logement, nourriture, cours particuliers, tout est inclus, pour une période de 4 ans. » Léa n'arrivait plus à respirer. « De plus, » a continué Béatrice, « j'ai pris la liberté de contacter l'hôpital où votre grand-père est soigné. Son opération a été payée. Entièrement, elle est prévue pour demain matin. » Les jambes de Léa l'ont lâchée. Elle serait tombée si Béatrice ne l'avait pas soutenue. Et il y a encore autre chose. Béatrice a regardé Marie, qui était à la porte de la cuisine, les mains sur le visage. « Marie, vous avez travaillé ici pendant 15 ans avec un dévouement exemplaire. À partir d'aujourd'hui, vous êtes à la retraite, avec une pension à vie qui garantira votre dignité pour le reste de votre existence. » Marie a sangloté bruyamment. « Mère, vous ne pouvez pas, » a commencé Philippe. « Je peux, et je l'ai fait. » Béatrice s'est tournée vers lui. « L'argent est à moi. La décision est mienne. Et si tu essaies d'annuler quoi que ce soit, je rendrai public chaque saleté que cette famille a cachée au cours des 20 dernières années. As-tu bien compris ?» Le silence qui a suivi était mortel. Philippe s'est assis, vaincu. Béatrice a regardé Léa avec un sourire doux. « Maintenant, ma chère, si vous voulez toujours chanter, faites-le, mais chantez parce que vous le désirez, parce que vous le méritez, pas parce que quelqu'un vous y a forcé. » Léa a regardé la femme en face d'elle, celle qu'il avait vue quand personne d'autre ne la voyait, celle qui s'était battue pour elle quand personne ne le faisait. Les larmes sont venues, mais c'étaient des larmes de délivrance. Léa a pris le microphone, a regardé les invités et a commencé à chanter. Elle a choisi « O mio babino caro », la même aria que Thomas avait utilisée pour l'humilier quelques mois plus tôt. Mais cette fois, elle ne chantait pas pour impressionner. Elle chantait pour s'affranchir. Sa voix a rempli le salon, pure, puissante, émouvante. Chaque note portait des années de douleur, des années de lutte, des années d'invisibilité. Mais elle portait aussi l'espoir, la gratitude, la renaissance. Le salon était dans un silence absolu. Certains invités avaient les larmes aux yeux. D'autres étaient stupéfaits. Le maestro Victor souriait, fier. Thomas était figé, regardant Léa comme s'il la découvrait pour la première fois, comme s'il comprenait enfin ce qu'il avait laissé échapper toutes ces années. Sophie était livide, les poings serrés, réalisant qu'elle avait perdu toute emprise sur la situation. Quand Léa a terminé, le silence a duré 3 secondes. Puis, Béatrice a commencé à applaudir. Le maestro Victor l'a rejointe. Marie sanglotait et applaudissait en même temps. Un par un, les invités se sont levés et ont applaudi. Une standing ovation, non par pitié, non par obligation, mais parce qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Léa a regardé Béatrice, qui a hoché la tête, les yeux brillants de fierté. Puis elle a regardé Thomas. Il était debout, applaudissant, les larmes coulant sur son visage. Sophie est restée assise, seule, enragée. Et pour la première fois de sa vie, Léa Dubois s'est sentie vue, estimée, libre, mais l'histoire n'était pas encore terminée, car Thomas Mercier était sur le point de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, choisir la bonne chose, pas la plus facile. Le salon résonnait encore des acclamations lorsque Thomas Mercier a fait un pas en avant. « Attendez !» Sa voix a fendu le murmure des invités. Tout le monde s'est tourné vers lui. Sophie lui a tenu le bras, le prévenant du regard. « Thomas, non !» Il s'est dégagé d'elle, gentiment mais fermement. Il a marché jusqu'au centre du salon, s'est arrêté à côté de Léa et Béatrice. « Je dois parler. » Sa voix a tremblé, mais il y avait de la détermination.
Je dois dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a bien longtemps. Philippe s'est levé. Thomas, assieds-toi, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. Thomas a regardé son père, puis les invités. Vous avez tous vu ce qui vient de se passer ici. Vous avez vu Léa chanter, vous avez vu ma grand-mère la défendre, et je suis certain que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi tant de bruit pour une employée. Le silence était pesant, parce qu'elle n'est pas qu'une simple employée. Thomas a regardé Léa qui était immobile, les yeux écarquillés. Elle est Léa Dubois, une personne, avec des rêves, des talents, une dignité. Et j'ai passé des années à la traiter comme si elle était invisible. Sophie était livide. « Thomas, tu es ivre. Partons d'ici et... » « Je ne suis pas ivre. Je suis, pour la première fois depuis longtemps, parfaitement lucide. » Il s'est tourné vers elle. « Et je dois aussi te dire quelque chose, Sophie. » Son visage a pâli. « Tu as planifié cette soirée pour humilier Léa publiquement, pour te divertir de sa peine, pour prouver une quelconque supériorité. » Thomas a secoué la tête. « Et j'ai laissé faire. Je me suis tu, comme je me suis toujours tu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu le sais. » Sa voix était ferme maintenant. « Tu l'as toujours su. Tu voyais Léa comme une menace. Non pas parce qu'elle faisait quelque chose, mais parce que tu voyais en moi quelque chose que moi-même, je ne voulais pas admettre. » Thomas a respiré profondément, a regardé Léa à nouveau. « Je me souviens de toi. Je me souviens de la fillette qui m'a appris à grimper aux arbres, qui inventait des histoires, qui riait sans méchanceté. Et quand j'ai grandi et que le monde m'a enseigné que les gens comme toi n'ont pas d'importance, que les gens comme moi sont supérieurs, j'ai choisi de le croire, parce que c'était plus facile d'y croire que de se battre. » Les larmes coulaient sur son visage maintenant. « Mais tu n'as jamais cessé d'être importante, et je n'ai jamais cessé d'être lâche. » Il s'est tourné vers les invités. « Mon père m'a appris que la position sociale est tout, que l'argent est le pouvoir. Que des personnes comme Léa et Marie sont remplaçables, jetables. » Philippe était debout, le visage rouge. « Thomas, arrête !»« Non !» a crié Thomas, et tout le salon a tremblé. « Assez de se taire, assez d'obéir, assez de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. » Il a regardé Sophie. « Tu m'as demandé en mariage, mais pas par amour, par intérêt, parce que nos familles l'ont décidé. » Parce que c'est ce qui est attendu. » Il a sorti l'anneau qu'il avait en poche, la bague de fiançailles qu'il aurait dû lui donner ce soir-là, et l'a posée sur la table. « Je ne peux pas t'épouser, Sophie, parce que je ne t'aime pas, et tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée que tu as de moi. Tu aimes mon nom de famille, l'argent, le statut. » Sophie tremblait de colère. « Comment oses-tu m'humilier ainsi devant tout le monde ?»« Humilier ?» Léa a finalement pris la parole, d'une voix calme mais cinglante. « Sais-tu ce que c'est l'humiliation, Sophie ?» Sophie s'est tournée vers elle, furieuse. « Tais-toi, tu n'as pas le droit. »« J'ai le droit. » Léa a fait un pas en avant. « J'ai le droit de parler. Parce que tu as passé des mois à essayer de me détruire, à m'humilier, à me traiter comme une moins que rien. Tout cela parce que tu te sens insignifiante. Je ne me sens pas insignifiante. Si, tu l'es. » La voix de Léa était ferme maintenant, sans peur. « Tu te sens si petite que tu dois rabaisser les autres pour te sentir grande. Tu te sens si vide que tu dois humilier ceux qui ont quelque chose de réel, un vrai talent, une vraie passion, un vrai but. » Sophie a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. « J'ai pitié de toi, » a continué Léa, « parce que tu vas passer toute ta vie à essayer de combler un vide que l'argent ne peut pas remplir. Tu vas passer ta vie à te demander pourquoi, avec tout ce que tu as, tu te sens toujours aussi misérable. » Le silence était total. Béatrice s'est approchée de Léa et a posé sa main sur son épaule. « Bien dit, enfant. » Sophie a regardé autour d'elle, a vu les visages des invités, certains avec pitié, d'autres avec désapprobation. Elle a réalisé qu'elle avait perdu, complètement. Avec un cri de frustration, elle a pris son sac et a quitté le salon en courant, ses talons résonnant sur le marbre. Personne n'a tenté de la retenir. Thomas a regardé Léa, les larmes aux yeux. « Je suis sincèrement désolé. Pour tout, pour chaque mot, chaque silence, chaque lâcheté. Tu méritais mieux. Tu l'as toujours mérité. » Léa l'a regardé longuement. « Tu as raison.
Je le méritais. Il a hoché la tête, acceptant. Mais merci, a ajouté Léa, plus doucement, d'avoir finalement fait ce qui était juste. Thomas a souri, un sourire triste mais sincère. C'est un début. Philippe était debout dans un coin de la salle, visiblement ébranlé. Béatrice a marché jusqu'à lui, s'est arrêtée juste devant. « Philippe, a-t-elle dit, d'une voix basse mais ferme, tu as un choix maintenant. Tu peux continuer à être l'homme que je t'ai vu devenir, froid, cruel, aveugle. Ou tu peux te souvenir d'où tu viens. Tu peux te souvenir que la dignité n'est pas un privilège, c'est un droit. » Philippe a regardé sa mère, puis Léa, puis Marie, qui était à la porte de la cuisine, assistant à tout avec des larmes sur le visage. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, d'une voix brisée, il a murmuré « Je suis désolé. » Ce n'était pas suffisant. Peut-être que ça ne le serait jamais, mais c'était un point de départ. Le maestro Victor s'est approché de Léa, lui a tendu la main. « Alors, mademoiselle Dubois, êtes-vous prête à commencer votre nouvelle vie ?» Léa a regardé sa main. Puis elle a regardé Marie, qui souriait à travers ses larmes, l'encourageant d'un signe de tête. Elle a regardé Béatrice, qui avait des larmes de fierté dans les yeux. Elle a regardé Thomas, qui observait avec admiration et repentance. Et finalement, Léa a pris la main du maestro. « Je suis prête. » Les applaudissements ont repris de plus belle, plus fort, plus authentique. Et tandis que Léa marchait vers la sortie du salon, non plus comme une employée, mais comme une artiste, comme une personne, comme maîtresse de son propre destin, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais senti auparavant, la liberté. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car 6 mois plus tard, lorsque Léa monterait sur la scène principale du Conservatoire national pour sa première représentation officielle, il y aurait quelqu'un dans le public qu'elle ne s'attendait pas à voir. Quelqu'un qui avait passé ces mois à essayer de devenir digne d'elle. Quelqu'un qui avait enfin appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré elle. 6 mois plus tard, Léa Dubois était dans les coulisses du théâtre municipal, se préparant pour sa première représentation officielle en tant qu'étudiante du Conservatoire national de musique. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ajustait sa robe de scène. Simple, élégante, noire. Elle pouvait entendre le murmure du public derrière le rideau. 300 personnes. Critiques, professeurs, étudiants, familles. « Respire », s'est-elle murmurée. « Tu es faite pour ça. » Au cours des 6 derniers mois, Léa avait vécu le rêve qui lui avait toujours paru impossible. Elle se levait tôt pour les cours de technique vocale. Elle passait des après-midi entiers à étudier la théorie musicale, l'histoire de l'opéra, la diction en italien, français, allemand. Elle répétait jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. Elle dormait épuisée, mais heureuse. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait à sa place. Le maestro Victor était devenu son mentor, exigeant mais juste. Il voyait en elle ce que Béatrice avait toujours vu, un potentiel extraordinaire, et il n'avait pas peur de la pousser au-delà de ses limites. Le talent ne suffit pas, disait-il souvent. La discipline, le travail, le sacrifice, c'est ce qui sépare le bon de l'exceptionnel. Léa avait prouvé qu'elle possédait les 3. Marie venait lui rendre visite chaque week-end. Elle lui apportait des plats faits maison, des câlins chaleureux, des nouvelles de son grand-père, qui avait survécu à l'opération et se rétablissait bien. La retraite permettait enfin à Marie de se reposer, de vivre avec dignité, de sourire sans le poids des soucis. « Je suis tellement fière de toi », disait toujours Marie, les larmes aux yeux. « Tu as réussi, ma fille. Tu as vraiment réussi. » Béatrice était décédée 3 semaines auparavant. Paisiblement dans son sommeil, entourée de sa famille. Aux funérailles, Léa avait chanté l'Ave Maria. C'était l'adieu que Béatrice méritait, magnifique, digne, rempli d'amour. Avant de mourir, Béatrice avait tenu la main de Léa et lui avait murmuré « Tu m'as donné quelque chose de précieux. Tu m'as montré que je n'ai pas gaspillé mon talent. Je l'ai juste transmis. Merci. » Ces mots résonnaient encore dans le cœur de Léa. On a frappé à la porte du vestiaire. « Léa, 5 minutes !» a prévenu l'assistant de scène. « Je suis prête. » Elle s'est regardée dans le miroir une dernière fois. Elle ne voyait plus la fillette transparente.
Elle voyait une artiste, une femme forte, quelqu'un qui s'était battu, était tombé, s'était relevé et était maintenant sur le point de s'envoler. Elle a marché jusqu'aux coulisses. Le chef d'orchestre était déjà sur le podium. L'orchestre accordait ses instruments. Le brouhaha du public diminuait. Léa a respiré profondément, a fermé les yeux et a pensé à tous ceux qui l'avaient menée jusque-là. Madame Denise, qui a vu le don en premier, Marie, qui a tout sacrifié, Béatrice, qui s'est battue quand personne d'autre ne le ferait. Et elle a aussi pensé à elle-même, la fillette qui chantait en cachette, qui rêvait en silence, qui n'a jamais abandonné même quand le monde lui disait qu'elle n'était pas à la hauteur. Le rideau s'est levé. Léa est entrée sur scène. La lumière l'a aveuglée un instant, puis ses yeux se sont ajustés. Elle a vu le maestro qui a souri pour l'encourager. Elle a vu l'orchestre, prêt. Elle a vu le public, des centaines de visages inconnus. Et puis, à la troisième rangée, elle a vu un visage familier. Thomas. Il était là, seul, vêtu simplement, sans ostentation, juste, présent. Au cours des 6 derniers mois, Thomas avait changé. Il avait quitté l'entreprise de son père, avait commencé à travailler sur des projets sociaux, avait créé un fonds de bourse pour les jeunes artistes des quartiers défavorisés. Il avait envoyé des messages à Léa plusieurs fois, ne demandant rien, racontant juste ses changements, expliquant qu'il essayait d'être meilleur. Elle n'avait jamais répondu, non par colère, mais parce qu'elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de se retrouver avant de laisser quiconque entrer. Mais le voir là, dans le théâtre, sans prévenir, juste pour la soutenir, quelque chose a bougé en elle. Peut-être que le pardon n'était pas un événement unique, peut-être que c'était un processus lent. Le maestro a levé sa baguette, l'orchestre a commencé à jouer, et Léa a commencé à chanter. Elle a choisi Casta Diva, l'aria qu'elle pratiquait à 4 heures du matin dans sa petite chambre. Mais maintenant, sa voix remplissait un théâtre entier, puissante, maîtrisée, libre. Chaque note racontait une histoire, de douleur, de combat, d'espoir, d'une fillette qui avait été invisible et qui était maintenant impossible à ignorer. Quand elle a terminé, le silence a duré 3 secondes. Puis, les applaudissements ont explosé. Tout le public s'est levé. Standing ovation. Léa a regardé Thomas. Il applaudissait, les larmes coulant sur son visage. Non de tristesse, mais de fierté, d'admiration, d'un sentiment qui pourrait, un jour, devenir un amour véritable, non basé sur la culpabilité ou le passé, mais sur le respect mutuel et le choix. Mais ce jour n'était pas encore arrivé. Et c'était parfaitement bien, parce que Léa avait finalement compris quelque chose de fondamental. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée, elle n'avait pas besoin de validation externe, elle n'avait pas besoin d'un prince charmant ou de fin parfaite. Elle n'avait besoin que d'elle-même, de sa voix, de son talent, de son courage. Le reste viendrait, ou pas. Et ce serait très bien ainsi. Léa a salué, l'ovation a continué. Des roses ont été lancées sur la scène. Marie était dans le public, pleurant de bonheur. Le maestro Victor souriait, fier. Et tandis que Léa quittait la scène, le cœur battant, le souffle court, les larmes de joie aux yeux, elle s'est murmuré les mots qu'elle porterait pour toujours. Les voix qui naissent de la douleur ne peuvent être réduites au silence. Elles sont nées pour transformer le monde. Et je ne chanterai plus doucement, je ne me cacherai plus, je ne serai plus invisible. Elle a regardé le ciel à travers la fenêtre des coulisses, pensant à Béatrice, à Madame Denise, à tous les rêves qui avaient failli mourir mais qui avaient résisté, et elle a souri, parce qu'enfin, après 22 ans à se sentir trop petite, trop pauvre, trop transparente, Léa Dubois avait trouvé sa voix, et le monde entier allait l'entendre.